Monsieur le Président de la Commission européenne, Madame la Chancelière, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen, c'est vrai qu'un président de la République française, la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, s'exprimant ensemble devant le Parlement européen, c'est un fait exceptionnel. Et en même temps, il n'est pas sans précédent. Vous l'avez rappelé, il y a 26 ans, presque jour pour jour, Helmut Kohl et François Mitterrand s'adressaient ici même aux parlementaires européens. À l'époque, un vent de liberté, un grand vent de liberté soufflait sur le continent. Il abattait les murs, émancipait les peuples et donnait espoir aux nations. François Mitterrand et Helmut Kohl avaient présenté, il y a 26 ans, avec le concours de Jacques Delors, au cours de cette séance, les actions de solidarité qui devaient être prodiguées pour accueillir les personnes qu'on n'appelait pas les réfugiés, mais qui s'étaient convaincus que l'Europe de l'Ouest pouvait les accueillir. Et c'est l'Europe tout entière qui s'est ainsi construite, levant une espérance considérable. La conviction commune de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, c'était de bâtir une union politique de l'Europe, prolongeant ainsi le mandat des fondateurs, de créer un vaste marché unique avec des règles sociales et de porter le projet d'une monnaie commune. Tout cela devait faire partie du même processus et être mené avec la même détermination. Aujourd'hui, 26 ans après, la chancelière Angela Merkel et moi-même, nous nous adressons à vous. D'abord parce que c'est le 25e anniversaire de la réunification allemande, mais parce que c'est surtout l'Europe qui résonne de nouveaux drames et donc qui pose à notre continent de nouveaux défis. À dire vrai, voilà des années que l'Europe affronte une succession de crises. La crise financière, née en dehors de notre continent, mais qui s'est propagée et qui a provoqué une crise économique dont nous sortons à peine, et une crise sociale avec des millions de jeunes sans travail. Et maintenant, c'est une crise humanitaire à laquelle nous faisons face, avec un afflux de réfugiés provoqué par la déstabilisation de régions entières au Moyen-Orient, en Afrique, issues de conflits armés et avec la résurgence des haines religieuses. Et je n'oublie pas la crise sécuritaire, avec une guerre qui n'est pas si lointaine, aux frontières de l'Europe, en Ukraine, et puis aussi des attaques terroristes qui ont concerné plusieurs pays de notre continent, dont le mien. À chaque crise, des peurs se manifestent. Il faut vivre avec la peur, mais il ne faut pas vivre dominé par la peur. Il n'empêche, il y a une tentation de repli national chaque fois qu'il y a une épreuve. Rien n'est pourtant plus vain que de chercher à se sauver seul, à se dérober, à s'abriter quand des événements majeurs se produisent dans le monde entier. Nous devons parler d'expérience. C'est l'histoire qui nous le dit et nous le confirme. Ces interrogations peuvent être sincères, mais elles ne peuvent pas condamner l'Europe à la frilosité et à l'impuissance. Au contraire, elles justifient une Europe offensive, capable à la fois d'assurer la protection due à ses citoyens et de tenir son rang conformément à ses intérêts et à ses valeurs, valeurs qui ont justifié l'unification de notre continent. Il n'y a donc pas d'autre solution qu'une Europe forte pour garantir notre propre souveraineté. Ces dernières années, ces derniers mois, la France et l'Allemagne
ont voulu réagir ensemble face aux épreuves que nous avons traversées au cours de la dernière période. Nous avons répondu par l'affirmation de principes simples et clairs: la solidarité, la responsabilité et la fermeté. Solidarité face au terrorisme, parce que chacun des attentats commis dans l'un de nos pays vise l'Europe tout entière, ses idéaux, sa culture, ses modes de vie, c'est-à-dire l'âme de notre continent. Et je remercie les chefs d'État et de gouvernement, mais aussi beaucoup de parlementaires européens qui s'étaient retrouvés le 11 janvier à Paris pour témoigner de leur solidarité, mais aussi de leur attachement à la liberté, à ce que nous représentons, pour nous défendre face au terrorisme qui cherche justement à détruire le ciment qui nous unit. Solidarité vis-à-vis des réfugiés, victimes des convulsions du Moyen-Orient, des drames de l'Afrique. Solidarité à l'égard des États européens qui en subissent la pression en première ligne parce qu'ils sont nos frontières. Solidarité à l'égard des pays voisins des lieux de conflit qui accueillent des réfugiés en grand nombre. Solidarité à l'égard de l'Afrique qui se bat pour son développement et pour éviter justement les mouvements de population. Alors, regardons les choses en face. Nous sommes confrontés à l'arrivée exceptionnelle de femmes et d'hommes depuis le début de l'année. 600 000, sans doute. Beaucoup ont fui la guerre et les massacres. D'autres cherchent une vie meilleure. Tous ont enduré des conditions épouvantables, ont été livrés à des trafiquants sans scrupules. Trop sont morts dans des conditions atroces. Nous connaissons maintenant un certain nombre de leurs visages. L'Europe s'est employée à sauver des vies, d'abord, à lutter contre les filières criminelles grâce aux opérations Frontex. Mais je le reconnais bien volontiers, l'Europe a tardé à comprendre que les tragédies au Proche-Orient ou en Afrique ne pouvaient pas être sans conséquences pour elle. L'Europe n'a pas mesuré l'espoir qu'elle suscite et qu'elle suscitera longtemps face au désarroi de ceux qui attendent depuis la nuit qui s'est pour eux ouverte depuis trop longtemps, attendent l'espoir, la lumière. L'Europe n'a pas prodigué avec suffisamment d'ampleur l'aide à des pays qui pourtant accueillaient dans des camps des populations toujours plus nombreuses. Alors c'est donc dans l'urgence qu'elle a dû s'organiser, l'Europe, pour être digne de sa tradition d'asile et pour organiser le retour de ceux et de celles qui ne peuvent pas être accueillis ici durablement. L'Europe, avec la Commission européenne, et je salue ici le président Juncker, a mis sur pied un plan d'ensemble pour soutenir l'Italie et la Grèce, qui sont en première ligne et qui ne peuvent pas être laissés seuls dans la responsabilité, pour aider les pays des Balkans, qui vivent également des transits de population particulièrement difficiles à assumer, pour engager une coopération plus étroite avec la Turquie. Et nous avons là des discussions qui se sont engagées et qui devront être conclues avec des règles claires, parce que c'est en Turquie que les réfugiés doivent, autant qu'il est possible, être accueillis. Mais la contrepartie, c'est que nous puissions aider la Turquie si nous voulons qu'elle nous aide nous-mêmes et faire en sorte que ces réfugiés, qu'ils soient dans les camps ou qu'ils soient dans la population, puissent travailler, puissent nourrir leurs enfants, puissent avoir un avenir. Et si nous ne le faisons pas, alors ils viendront. Inexorablement, ils viendront. Nous devons aussi mettre en place les centres d'accueil et d'identification. C'est la condition essentielle pour que nos frontières soient respectées. Et puis enfin, nous devons répartir les demandeurs d'asile entre les États membres. Et c'est ce que nous avons fait. Non sans mal, mais nous l'avons fait. 160 000. Et nous devrons nous assurer de la bonne application des engagements qui ont été pris. C'est chacun de ces volets
que le plan doit maintenant mettre en œuvre avec la plus grande rapidité. Voilà les principes. Solidarité, responsabilité. Ce sont les mêmes principes qui ont valu pour traiter de la situation de la Grèce. Les négociations ont été laborieuses. Nous y avons pris notre part, Angela Merkel et moi-même, avec la Commission européenne, avec l'ensemble des États membres. Ces discussions auraient pu échouer. C'eût été bien plus qu'un échec. C'eût été un abandon. L'abandon d'un pays dont la culture et la civilisation nous éclairent encore. C'eût été la première brèche dans l'intégrité de la zone euro. Et d'autres pays auraient été sous pression. Et puis, c'eût été une démission devant nos responsabilités mutuelles, responsabilités européennes, responsabilités du gouvernement grec. Les négociations ont abouti sur un programme global de réforme et un nouveau soutien financier. Je souhaite que ça se traduise maintenant par une discussion sur le service de la dette. Ça fait partie de la résolution d'ensemble. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, a été courageux et il a voulu que son peuple puisse être consulté après qu'il y ait l'accord. Le respect de la démocratie, et je le dis ici, dans le lieu aussi de la démocratie européenne, le respect de la démocratie n'est jamais contradictoire avec le respect des règles communes. Responsabilité, solidarité, toujours les mêmes principes. La responsabilité, nous devons aussi la démontrer contre le terrorisme. La vigilance doit être de mise, mais elle ne suffira pas. Nous devons nous doter des instruments indispensables au travail des services de sécurité, dans le respect des libertés. La France a voté une loi pour être capable de mieux connaître les activités, de suivre les terroristes. Et l'Europe doit également prendre sa part. Et je pense au dossier trop longtemps retardé du PNR européen. Et je demande, autant qu'il est possible, que le Parlement européen puisse adopter ce texte, qui est indispensable si nous voulons agir. L'Europe a aussi un devoir de fermeté. En Ukraine, nous avons dû répondre à une violation brutale du droit international et prévenir une guerre aux portes de notre continent. Les Européens ont fait preuve d'unité, les 28, dans la mise en œuvre de sanctions. Et il y a eu des débats légitimes sur l'efficacité, la durée de ce mécanisme de sanctions. L'Allemagne et la France se sont particulièrement engagées pour conclure et faire vivre les accords de Minsk. Et encore la semaine dernière, Angela Merkel et moi-même, avec le président russe et le président ukrainien, dans ce qu'on appelle le format Normandie, nous avons veillé non seulement à faire respecter ce qui avait été conclu à Minsk, mais à éviter d'autres processus de séparation. Et à cet égard, ce format-là, cette méthode-là et cette pression-là, exercée au nom de l'Europe tout entière, ont été particulièrement efficaces puisque les élections que les séparatistes avaient projeté d'organiser au milieu du mois d'octobre ont été repoussées et que le processus de Minsk a pu se poursuivre et que les armes légères ont pu être retirées, bientôt les armes lourdes, et que la guerre s'est arrêtée sans que la paix soit encore revenue. Voilà ce que nous sommes capables de faire au nom de l'Europe, pour l'Europe, et je dirais aussi dans l'intérêt du monde. Parce que nous sommes prêts à montrer une fermeté, une responsabilité et une solidarité. Fermeté aussi vis-à-vis du drame syrien. Il nous concerne tous, parce que Daesh et les djihadistes en veulent à ce que nous représentons. Concerne l'Europe parce que le régime de Bachar el-Assad a créé et continue de nourrir ce désastre. Encore aujourd'hui, il bombarde, il tue, il massacre. Oui, ce qui se passe en Syrie concerne l'Europe
parce que ce qui s'y joue là-bas déterminera pour longtemps les équilibres dans la région, dans toute la région du Moyen-Orient. Et si nous laissons les affrontements religieux, et parfois entre chiites et sunnites, souvent, toujours même, depuis quelques mois ou quelques années, s'amplifier encore, ne pensons pas que nous serons à l'abri. Ce sera une guerre totale, une guerre qui pourra concerner aussi nos propres territoires. Alors, nous devons agir. La France a pris ses responsabilités militaires face à la menace. L'Europe tout entière doit s'engager sur les plans humanitaires, politiques, diplomatiques. Nous devons construire en Syrie, avec tous ceux qui peuvent y contribuer, un avenir politique qui donne à la population syrienne une autre alternative que Bachar ou Daesh. Et c'est notre devoir vis-à-vis des Syriens et c'est notre intérêt comme Européens. Et j'appelle toute l'Europe à faire pression pour que cette transition politique puisse se faire. Et sachons bien, quelles que soient les positions ici, qu'il ne sera pas possible de réunir l'opposition, je parle de l'opposition modérée, démocratique, avec le bourreau du peuple syrien, qu'il sera nécessaire d'agir continuellement pour mettre toutes les nations qui veulent véritablement une issue, la Russie, l'Iran, les pays du Golfe, bien sûr les États-Unis et l'Europe, pour que nous puissions avoir cette issue politique. Pour résumer ma pensée, je l'ai dit, nous devrons montrer beaucoup de solidarité à l'égard des autres. Et c'est pourquoi la coopération avec les pays africains est essentielle. Nous aurons bientôt le sommet de La Valette, au mois de novembre, entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est en agissant aux racines des difficultés que les candidats au départ, et ils sont nombreux en Afrique, pourront être convaincus de rester dans leur région. À nous de leur apporter les conditions d'y vivre. Nous avons abordé plusieurs sujets qui concernent l'Europe. Et en réalité, c'est le même débat que nous avons. Il existe ici, il existe dans chacun de nos pays. C'est le débat entre souverainisme et souveraineté. Souverainisme dans chaque pays ou souveraineté pour l'Europe. C'est le débat entre renoncement ou renforcement, entre division ou union. Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe. Il est entre l'affirmation de l'Europe ou la fin de l'Europe. Oui, la fin de l'Europe, c'est-à-dire le retour aux frontières nationales, le démantèlement des politiques communautaires, l'abandon de l'euro. Je constate bien, Monsieur le Président, que le débat existe ici aussi. François Mitterrand, il y a moins de 26 ans, au moment où il a quitté ses fonctions, était venu devant le Parlement européen pour s'exprimer, pour livrer ce qu'il pensait être les leçons de sa propre expérience et les leçons de l'histoire. Il avait dit que le nationalisme, c'était la guerre. Son avertissement vaut encore aujourd'hui. Mais je vais ajouter, si je puis dire, un codicille ou un complément. Le souverainisme, c'est le déclinisme. Et c'est aussi dangereux de ne pas donner d'espoir à une population, de ne rien construire ensemble au nom d'un repli national sans avenir. Face aux épreuves, je suis convaincu que si nous n'allons plus loin, alors non seulement nous nous arrêterons, si nous n'allons pas plus loin, nous nous arrêterons, mais nous reculerons. Et ça sera la fin du projet européen. Et c'est pourquoi je propose que l'Union économique et monétaire, en son sein, la zone euro puisse être consolidée et renforcée. Consolidée et renforcée pour coordonner nos politiques, pour favoriser la convergence, pour hâter l'harmonisation fiscale, pour lutter contre le dumping fiscal et social, pour investir davantage, au-delà même de ce que nous faisons avec le plan Juncker. Des choix institutionnels seront nécessaires pour que la zone euro soit gouvernée, pour que les règles soient respectées, pour que la solidarité puisse bénéficier à tous. Ces choix engageront les États volontaires,
Le Parlement européen exercera son contrôle et garantira la cohérence d'ensemble d'une Europe qui progressera selon une intégration différenciée. Nous avons aussi besoin de renforcer ce qu'on appelle l'espace Schengen. Remettre en cause la libre circulation des personnes par le retour aux frontières intérieures serait une erreur tragique. Mais prétendre que Schengen, dans son fonctionnement actuel, permettra d'affronter les pressions à son périmètre, ce serait une autre erreur. Le contrôle effectif des frontières extérieures de l'Union passe par une assistance renforcée aux États frontières, aux États concernés, et par la mise en place d'un corps de garde-frontières, de garde-côtes européens, comme le président de la Commission européenne en a fait la proposition. De même, nous devons définir une politique d'asile plus cohérente, ce qui passe par une liste commune de pays d'origine sûrs, le rapprochement des procédures, la convergence des droits et des conditions offertes aux bénéficiaires d'une protection, c'est-à-dire un véritable régime commun d'asile au sein même de l'Union européenne. Sur tous ces sujets, nous devons faire le choix, je le répète, de la marche en avant plutôt que du retour en arrière, qui nous ramènerait à l'impuissance. Ce choix courageux, nous avons toujours besoin de l'établir et il le faudra en décembre prochain lors de la conférence de Paris sur le climat. Je salue les engagements de l'Europe dans le cadre de cette conférence, car ils ont été déterminants pour emmener la Chine, les États-Unis et beaucoup d'autres vers la perspective d'un accord. Il est possible, il doit être le plus ambitieux qu'il sera nécessaire de construire. Trop de pays encore n'ont pas déposé leur contribution et nous devons nous-mêmes, Européens, être capables d'instituer un grand marché du carbone pour orienter les investissements vers les meilleures technologies. Et il vous appartiendra de faire des choix en conséquence. Et je veux saluer ce qu'a été le rôle du Parlement européen dans le cadre de la négociation sur le climat et tant que vous le pourrez, appuyer les efforts des pays, les vôtres, et de l'Europe tout entière pour que nous puissions avoir un accord. Cette ambition, nous l'aurons également dans les financements. Il est très important que nous puissions rassembler ces 100 milliards de dollars nécessaires pour la transition énergétique dans les pays les plus vulnérables ou les pays en développement. Nous n'en sommes pas encore là, alors nous avons 2 mois pour y parvenir. Et s'il n'y avait pas cet accord, prenons conscience de la catastrophe, prenons conscience de ce que serait notre responsabilité pour les générations futures. Prenons conscience qu'il n'y aura pas une nouvelle conférence pour en décider. Il y a un moment où il faut faire son choix, prendre sa décision, s'engager. Et il appartient au gouvernement, oui, au gouvernement européen d'abord, et à ceux qui seront à la conférence de Paris, d'être à la hauteur de la responsabilité que vous nous avez confiée. Et je souhaite un jour revenir devant le Parlement européen, au moins, avec cette fierté, non pas simplement d'avoir reçu une conférence à Paris, mais d'avoir été là le jour où les États du monde, portés par les collectivités locales de l'ensemble de la planète, qui seront également représentés, avec l'ensemble des associations, des organisations, des entreprises, des syndicats, oui, être capables d'avoir, pour les décennies qui viennent, régler une grande part de la question climatique. C'est, pour notre génération, le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Il faut aussi avoir pour notre agriculture, pour la sécurité alimentaire, pour la qualité de nos produits, la même ambition, la même volonté. Et je demande, dans les contextes de crise que nous connaissons d'un certain nombre de nos productions, que, ici, au niveau de la Commission, comme au niveau des États, comme au niveau du Parlement, nous puissions dégager les soutiens indispensables pour protéger nos produits et pour venir en aide aux plus vulnérables. Puisque je parle de traité commercial, je veux évoquer celui qui est en débat avec les États-Unis.
La France veut que ces négociations puissent être un progrès et veut qu'il puisse y avoir des garanties qui soient apportées, aussi bien pour l'identification des produits, pour les appellations d'origine, pour la réciprocité, pour la transparence et plus largement pour les mécanismes de protection des investissements, notamment pour le règlement des différends. Nous devons avoir ces garanties si nous voulons avoir un accord qui puisse être utile aux économies. Je veux terminer par cette réflexion qui nous concerne tous. Je n'imagine pas qu'il y ait ici des parlementaires qui ne soient pas européens, qui n'aient pas conscience que nous appartenons à un même ensemble, que nous ne sommes pas liés par tant de valeurs communes, que nous n'avons pas une histoire à partager et un avenir à engager. Alors, 25 ans après que le continent se soit réunifié, nous devons toujours faire face à des défis et donc à des choix. Nous avons à répondre à l'urgence, elle est là. Et personne ne peut fermer les yeux sur les réalités du monde. Personne. Et il n'y a pas de frontière qui vaudra, pas de barbelés pour nous protéger par rapport aux menaces qui viennent de l'extérieur. C'est à nous de prendre les décisions. Nous devons répondre à l'urgence et garder le cap sur le long terme, celui d'une fédération d'États-nations qui doit rester notre horizon. Et d'une certaine façon, 25 ans après, c'est à une autre unification qu'il faut procéder, celle des projets, celle des peuples, celle des intérêts communs. Et avec cette seule question, voulons-nous revenir à l'ordre ancien, celui du XXe siècle, et ce qu'il a charrié, ou voulons-nous vivre dans un ensemble cohérent et volontaire pour le siècle qui vient? Moi, j'ai fait mon choix, c'est celui de l'Europe, et je l'ai fait avec la volonté sur chaque question de rechercher autant qu'il est possible des compromis les plus élevés, et c'était le sens de la coopération que nous avons nouée avec Angela Merkel et l'Allemagne pour être avec nos partenaires à la hauteur des défis du siècle. Ist genug. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ich erteile nun das Wort der Bundeskanzlerin der Je Bundesrepublik donne Deutschland, Frau maintenant Angela la Merkel. parole à Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne. Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Monsieur le Parlaments, Président du Parlement européen, Martin Schulz, Monsieur le Président de la Commission européenne, cher Jean-Claude Juncker, chers collègues du Parlement européen, Mesdames et Messieurs. En novembre 1989, pour la dernière fois, un président français et un chancelier allemand ont pris la parole ensemble devant le Parlement européen. François Mitterrand et Helmut Kohl, peu après la chute du mur, ont pris la parole ensemble ici à Strasbourg. Tous les deux se rendaient compte des bouleversements qui allaient se dessiner en Allemagne et en Europe. Tous deux étaient profondément marqués et bouleversés par ces changements. En ce moment-là, chacun d'entre eux a pris l'engagement de trouver ensemble des solutions européennes. Ainsi, nous avons pu témoigner de la croissance de l'Europe qui a grandi ensemble avec l'Allemagne et la France. C'est aujourd'hui avec fierté que nous pouvons jeter un regard en arrière vers cette prestation historique. Nous, en tant qu'Européens, avons fait naître cette croissance commune de notre continent.
À nos yeux, l'Europe libre et unie semble une évidence, mais cette performance historique a coûté un effort considérable à l'époque. Dans les anciens États membres régnait la peur et le scepticisme, notamment face au nombre d'États membres de l'Union européenne qui allait quasiment doubler. La libre circulation pour des millions de citoyens européens semble être une menace pour ses propres emplois. Il fallait mettre en place de nouvelles structures décisionnelles. Il fallait débloquer des fonds de cohésion européens pour venir en aide à ces nouveaux États membres. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que cet effort a été bénéfique pour nous tous. C'est quelque chose qui nous a permis d'atteindre plus de prospérité. Cela nous a permis d'avoir plus de liberté, non pas moins. Cela nous a permis d'atteindre une plus grande diversité. En bref, cela nous a permis d'atteindre plus d'Europe, car nous, en tant qu'Européens, au cours de l'histoire, avons appris à tirer le meilleur parti de notre diversité. Et cette caractéristique, la caractéristique qui nous a permis d'assumer cette responsabilité, cette liberté, c'est la tolérance, qui est un bien précieux. Le fait de surmonter les différences entre l'Est et l'Ouest est un immense succès. C'est quelque chose qui nous a montré ce dont nous sommes capables, nous les Européens, lorsque nous le voulons bien, lorsque nous faisons preuve de courage et que nous nous serrons les coudes. Cela montre également qu'il n'y a aucune raison de se trouver découragé face aux défaites et aux échecs qui ne manqueront pas de survenir. En un mot, cela nous montre ce qui est possible. La Charte des droits fondamentaux, le traité de Lisbonne en ont découlé. Les expériences de la crise financière que nous avons surmontées ensemble nous a permis de nous retrouver plus forts qu'avant la crise. Il y a également la crise des dettes d'État européens où nous avons agi ensemble. François Hollande a fait allusion aux négociations difficiles, mais le fait que nous ayons fait cela ensemble nous a permis de préserver la cohésion de la zone euro. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le président français, François Hollande et moi-même pouvons prendre la parole devant vous. Je vous remercie, Monsieur le Président, de cette invitation. Nous prenons la parole à une époque où l'Europe est à nouveau face à un immense défi. Et je dis que c'est une épreuve d'ampleur historique. De nombreuses personnes ont emprunté un chemin dangereux pour arriver jusqu'en Europe. Des gens arrivent à travers la Turquie jusqu'en Grèce en franchissant la Méditerranée. Des personnes qui fuient des guerres civiles terribles, notamment en Syrie, qui a déjà coûté plus de 250 000 vies. Plus de 10 millions de personnes ont pris la fuite. Des réfugiés qui quittent l'Irak ou qui traversent la Libye très instable pour parvenir jusque chez nous. Ils ont tous pu constater que nos efforts diplomatiques, tous nos efforts n'ont pas permis d'instaurer la paix en Syrie. L'ISIS, la Daesh en Syrie n'a pas pu être stoppé. Le vide en Libye n'a pas encore pu être comblé. Permettre à ces personnes de retrouver une vie humaine digne dans leur pays sans devoir craindre les bombes, la terreur, y parvenir, voilà une tâche européenne et mondiale. Voilà le message d'aujourd'hui. Il nous faut une démarche déterminée européenne pour parvenir à résoudre cette crise, pour lutter contre la guerre, le terrorisme, la pauvreté et le manque de perspectives. L'Allemagne et la France ont cette détermination.
Avec cette détermination, nous avons tenté de résoudre le conflit en Ukraine. Nous avons été témoins de l'annexion de la Crimée, la déstabilisation de l'Ukraine de l'Est. Et je le dis très franchement, fort heureusement, nous avons agi ensemble en Europe. Nous avons imposé des sanctions ensemble. Nous avons dit c'est là une violation de nos principes que nous ne tolérerons pas. Mais nous sommes attelés à la tâche. Nous voulons résoudre ce conflit en format Normandie. Vendredi dernier, nous avons eu des entretiens en France, à Paris, qui nous donnent l'espoir que le cessez-le-feu pourra tenir et qu'il pourra y avoir des élections dans le Donetsk. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est qu'un conflit parmi tant d'autres. Je suis convaincue que notre politique extérieure, notre politique en faveur du développement doit être axée vers la résolution des conflits et pour lutter contre les causes à l'origine des fuites des réfugiés. Au plan financier, nous devrons également nous engager bien davantage que nous le faisons aujourd'hui. Les décisions qui sont nécessaires devront être prises promptement. Et c'est quelque chose qui va à nouveau modifier l'Europe, tout comme cela a été le cas il y a 25 ans, après les bouleversements en Europe de l'Est. Bien sûr, nous allons continuer à devoir œuvrer en faveur d'une amélioration de notre compétitivité. Nous allons devoir nous occuper de la numérisation de notre société, le développement durable, une politique énergétique commune, des accords de libre-échange avec d'autres États conformément à nos principes. C'est précisément maintenant que nous avons une Europe économiquement forte qui a plus que jamais besoin de l'espace unique. Il nous faut améliorer la coordination au sein de la zone euro et sur cette base rectifier les erreurs de l'Union économique et monétaire. La France et l'Allemagne apporteront leur contribution à cette fin. Toutefois, l'immense nombre de réfugiés modifie l'ordre du jour de l'Europe. Cela modifie notre ordre du jour de façon durable et profonde, car nos valeurs européennes sont particulièrement mises à l'épreuve. Si cela doit signifier que nous devons freiner et atténuer le flux de réfugiés, eh bien, nous ne pouvons pas échapper à la nécessité d'agir à la racine, à la cause, à l'origine de ces flux de réfugiés. Et pour cela, il faudra du temps et de la patience. En Europe, ce que nous vivons ces mois-ci est quelque chose qui est étroitement lié aux événements à l'échelle mondiale, que cela nous plaise ou non. Nous ne pouvons pas nous dissocier de l'évolution mondiale. Jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a eu autant de personnes sur les routes, environ 60 millions. Ce chiffre montre bien quelle est l'importance de la tâche. Personne ne quitte son pays le cœur léger, même ceux qui partent pour des raisons économiques. Mais à ces personnes-là, nous devons également pouvoir leur dire qu'elles ne peuvent pas rester chez nous pour que nous puissions vraiment venir en aide aux personnes qui ont vraiment besoin de notre aide face à la guerre et la persécution. Pour cela, il nous faut un processus politique pour résoudre la crise en Syrie, avec tous les acteurs régionaux et internationaux et un rôle accru pour l'Europe. Les États voisins de la Syrie doivent recevoir notre aide. Il faut accorder une perspective aux millions de réfugiés. La Commission européenne a fait des propositions pour de meilleures aides financières. Je remercie le Parlement européen et les États nationaux qui également apportent leur contribution. La Turquie joue un rôle clé. C'est notre voisin immédiat. La Turquie est le point de départ de la migration illégale. La Turquie fait quelque chose d'exceptionnel en faveur de 2 millions de réfugiés. Mais la Turquie a besoin de notre aide pour loger, nourrir ces réfugiés, pour garantir et protéger les frontières et lutter contre les passeurs. La Commission européenne a entamé un dialogue avec la Turquie. C'est quelque chose qui est d'une très grande importance. Précisément pour cette raison-là, l'Allemagne appuiera au plan bilatéral ces efforts de la Commission. Tous les efforts pour permettre à la Libye de retrouver l'unité est quelque chose de très important.
Toute l'Union européenne est interpellée par la nécessité de résoudre ce problème. Face à la crise des réfugiés, nous ne devons pas être tentés d'agir à l'échelle des États-nations, bien au contraire. C'est précisément maintenant qu'il nous faut plus d'Europe. Plus que jamais, il nous faut le courage et la cohésion dont l'Europe a précisément toujours donné la preuve lorsque ça a été nécessaire. L'Allemagne et la France y sont prêts. Nous sommes d'accord avec la Commission européenne qui a mis sur la table de nombreuses propositions importantes qu'il nous faut mettre en œuvre. Nous sommes sur la même ligne avec le président du Conseil européen qui travaille pour améliorer les conditions dans les pays de départ, les pays de transit. Nous sommes également sur la même longueur d'onde avec le Parlement européen qui, dans sa résolution du 10 septembre, a rappelé que l'on ne peut pas faire cavalier seul dans la crise des réfugiés. Et, Monsieur le Président, nous vous remercions de vos décisions rapides. C'était très important. Car ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons en Europe à réduire les causes à l'origine des flux de réfugiés. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons lutter ensemble contre les passeurs criminels. Ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons, avec les hotspots, de mieux protéger les frontières extérieures de l'Europe sans mettre en danger une Europe sans frontières intérieures. Et je le dis expressément, la protection des frontières extérieures ne réussira que si, dans les pays voisins, nous parvenons à faire quelque chose pour atténuer toutes ces crises qui se déroulent, pour ainsi dire, sur le seuil de notre maison. Mesdames et messieurs, ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à conclure des accords de rapatriement européens pour faire en sorte que les personnes concernées pourront retourner dans leur pays. Ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à une répartition juste et équitable entre les États membres. Un premier pas a été fait et je remercie le Parlement européen, la majorité du Parlement, de sa prise de position. Soyons francs, le processus Dublin dans sa forme actuelle est obsolète. C'était quelque chose qui partait d'une bonne intention, sans aucun doute, mais les défis qui se posent à nos frontières sont dorénavant intenables. C'est pourquoi je plaide en faveur d'une nouvelle procédure pour la solidarité et l'équité dans la répartition du fardeau. Je me félicite des travaux de la Commission et je pense qu'il est bon que l'Allemagne et la France soient unies sur ce front. À nouveau, ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à surmonter l'immense tâche de l'intégration qui nous attend encore. Pour cela, il faut qu'en Europe, nous puissions compter sur le fait que les personnes qui viennent chez nous puissent bien s'intégrer dans nos sociétés. Pour cela, il faut que les règles qui prévalent chez nous soient respectées. Il faut également que les langues des différents pays soient apprises par les réfugiés. Mais à notre tour, nous devons également accueillir ces réfugiés avec respect, voir en eux des êtres humains et non pas une masse anonyme, indépendamment du fait que ces personnes aient une perspective de rester ou pas. C'est précisément pour cela qu'il est si important que les normes humanitaires minimales soient respectées s'agissant du logement, de l'alimentation des réfugiés qui ont été convenus dans le cadre de la procédure d'asile. C'est quelque chose que nous devons aux réfugiés et que nous devons à nous-mêmes, car l'Europe est une communauté de valeurs, une communauté de droits, de responsabilités, et c'est pourquoi je pense que nous devons nous orienter selon des valeurs qui sont inscrites dans les traités européens. La dignité humaine, la tolérance, le respect des minorités, la solidarité. Pour moi, cela signifie que ce défi européen ne doit pas être résolu par quelques États de l'Union européenne, mais par nous tous ensemble. Nous devons reconnaître que même si nous voulions nous cloisonner, nous isoler complètement, même en sachant que les personnes à nos frontières
frontières en seraient frappées, eh bien, cela ne serait à l'avantage de personne. En tout cas, pas des personnes qui cherchent à venir chez nous, mais ce ne serait pas à notre avantage non plus. Se cloisonner, se fermer à l'époque de l'Internet, c'est une illusion. Aucun problème ne serait résolu. Au contraire, des problèmes supplémentaires bien plus graves verraient le jour. Nous devons nous en tenir à nos valeurs, car autrement nous risquons de perdre nos valeurs et notre identité. Si nous ne respectons pas cela, nous nous méprisons nous-mêmes. En revanche, si nous respectons cela, nous parviendrons à surmonter cette épreuve historique et nous ressortirons plus forts de cette crise. Nous serons plus forts après la crise qu'avant. C'est alors que nous parviendrons à défendre nos valeurs face au monde de façon convaincante. Et c'est quelque chose que le monde attend de nous également. Mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles des personnes quittent leur foyer, c'est quelque chose que nous ne connaissons que trop bien compte tenu de l'histoire européenne. Pendant des siècles, notre continent n'était pas un point d'arrivée, c'était un point de départ, de fuite et d'émigration. Jean-Claude Juncker l'a dit très clairement dans son discours sur l'état de l'Union. Aujourd'hui, l'Europe est un espace vers lequel de nombreuses personnes dirigent leurs espoirs. C'est une région qui fait rêver des millions de personnes. Tout comme les personnes d'Europe de l'Est il y a 25 ans qui rêvaient d'une Allemagne unie et d'une Europe unie. Nous devons assumer de façon responsable l'attrait de l'Europe. Cela signifie également que nous devons nous préoccuper davantage des personnes dans le besoin à nos frontières. Et si nous estimons que ce défi est un défi commun à nous tous, c'est alors que nous reconnaîtrons la chance qu'offre pour nous cette épreuve. Et c'est alors que nous constaterons que ces chances sont beaucoup plus importantes que les risques. Il y a encore beaucoup à faire pour convaincre l'Europe. Je suis ravie qu'après des siècles de haine et de guerre entre nos pays, François Hollande, je suis ravie qu'aujourd'hui nous soyons ici ensemble pour lutter en faveur de ces objectifs. Je vous invite tous, toutes et tous ici dans cette Assemblée à œuvrer pour convaincre quant à cette tâche qui nous attend. Chaque député a un rôle important à jouer à cet égard dans vos villes, dans vos circonscriptions, dans vos pays, vis-à-vis de l'opinion publique européenne. Travaillons-y tous ensemble. Et comme Helmut Kohl en 1989 l'a proposé en tournant son regard vers l'Europe de l'Est avec sagesse, avec flexibilité, avec créativité. Merci.